À ma droite, le professeur Lehmann est avec nous ce matin. Professeur Lehmann, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Hein. Nous savons que votre programme est tellement chargé. Ces derniers temps, vous faites tellement le plateau de télévision. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on nous invite à la télévision et à la radio. Il y a les cours à l'université, il y a pas mal de choses, le travail, le bureau. Oui. Ça c'est vrai, on n'est pas les plus sollicités parce que, bon, peut-être que le grand public n'est interpellé que quand c'est grave. Voilà. Bon, comme c'est grave, en tout cas, vous êtes là, c'est le plus important. À ma gauche également, notre professeur, celui-là de la tradithérapie, il s'appelle le professeur Ouba Razak. Professeur Ouba Razak est également professeur de la razosthérapie. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci beaucoup de m'avoir invité sur votre auguste plateau. Et je pense que nous donnerons le mieux de ce que nous connaissions. Professeur Lehmann, je vais commencer par vous. On parle aujourd'hui de la pharmacopée africaine. Est-ce qu'on peut compter avec elle sur le continent africain ? Bon, avant de parler de la pharmacopée, je préfère que on remette le problème à sa place. En fait, la pharmacopée, elle existe, elle est là, mais le vrai problème est que à partir de la pharmacopée, l'université, par exemple, en Afrique, au Cameroun particulièrement, les chercheurs ont fait des études qu'on appelle des études d'ethnobotanique. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont démontré à l'échelle internationale certaines de nos plantes et beaucoup de nos plantes ont des particularités thérapeutiques ou bien les propriétés thérapeutiques, c'est ce que je dois dire. Et non seulement on a vu que les plantes ont des propriétés thérapeutiques, on a pu extraire souvent, on le fait régulièrement, on extrait le principe actif dans la plante pour agir soit sur les microbes, soit sur le corps humain, donc soit sur l'immunité. Oui. Mais le problème c'est que la société n'est pas au courant de ce que nous faisons. Les mécanismes étatiques, nationaux et internationaux, ne sont pas disposés jusqu'à présent à permettre l'exploitation des résultats multiples que nous avons sous la main. Et bon, avant de poursuivre l'émission et de chercher peut-être à pointer l'accusation sur l'un ou l'autre, ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes formatés un peu pour ne pas nous intéresser à nos richesses. Du coup, l'université produit par des conférences, l'université communique, mais personne ne vient vers les conférences, voilà, personne n'assiste, du moins pas personne, très peu de gens assistent à ces conférences, très peu de gens s'intéressent. Donc, mais quand on met le gouvernement à part, on prend le privé, les entreprises privées qui sont puissantes financièrement et qui sont responsables du changement et qui se disent capables de changer la donne parce que, soi-disant, l'économie est au centre de tout. Ces entreprises-là ne viennent pas apprendre à l'université par les canaux normaux, les conférences, par exemple. Donc, à titre d'exemple, j'ai ici amené un livre de résumé d'une seule conférence que nous avons tenue ici en 2011, la conférence de la Société camerounaise de biosciences. Nous avons tenu cette conférence en 2006 à Douala, à l'université de Douala, en 2011 et bientôt en 2020, en décembre, nous organisons une conférence biosciences. Et à cette conférence, vous avez plus de 400 chercheurs, la majorité du Cameroun, mais aussi du monde entier qui participent. Et pour cette conférence particulièrement, le thème central, c'est généralement les plantes médicinales, les extractions, les effets, les études ethnobotaniques, tout le monde est là, les chimistes, les biologistes de la biologie animale, la biologie végétale, les pharmaciens. Mais ces résultats, la personne ne les pratique. Bon, on ne les pratique, on ne les met pas en pratique parce que beaucoup ne savent même pas qu'ils sont là.
Donc, cette pandémie du coronavirus nous donne l'occasion, c'est pourquoi je dis que c'est une menace, mais c'est aussi une opportunité. C'est une opportunité pour les pays africains de s'affranchir. Pour qu'on regarde, oui, pour s'affranchir. Et on s'affranchit par le savoir. Donc, il faut apprendre. Maintenant, il faut se demander pourquoi nous ne pouvons pas réagir à ce problème, face à ce problème. Mais c'est aussi une occasion de ceux qui sont puissants, je veux dire pas seulement les pays africains, parce que nous sommes dans un monde, on a parlé de l'OMS tout à l'heure, on a parlé de l'ONU, ainsi de suite. Nous sommes dans un monde où nous avons des conventions. Ceux qui nous signons des conventions, ceux qui tirent la couverture de leur côté, il faut bien que maintenant qu'ils sachent que nous sommes dans le même bateau. Ça veut dire, je prends l'exemple, avant de revenir sur les plantes médicinales, je prends un exemple simple des moustiquaires. Vous savez, comme paludologue, je sais, et nous avons fait des expériences ici au Cameroun en 1991. Je commençais la recherche à Kumba. Et nous avons pu démontrer à l'époque que les moustiquaires imprégnés sont efficaces pour réduire la transmission du paludisme. Parce qu'on se posait encore la question. Maintenant, en 2009, là, récemment, on a accepté de financer l'utilisation des moustiquaires, mais une utilisation de masse pour le Cameroun. 19 ans après. Oui. On les utilise déjà petit à petit, mais cette fois-ci, c'était une utilisation de masse. Oui. Bon, 8 millions, plus de 8 500 000 moustiquaires, unités de moustiquaires, ont été distribuées au Cameroun. Ça, c'est a priori très bien. Mais le hic, et ce que nous, en tant que chercheurs, certains d'entre nous avons proposé, c'est que ces moustiquaires soient fabriqués au Cameroun. Parce que les moustiquaires, comme les antirétroviraux, comme tous les autres médicaments essentiels ou les réactifs essentiels, si vous ne les fabriquez pas vous-même, vous êtes dépendant économiquement de l'étranger. Bon, bien entendu, ça n'a pas été accepté. 8 500 000 moustiquaires, vous pouvez faire un petit calcul, quand vous multipliez par 5 000, vous allez voir combien ça coûte. On a ensuite fait une deuxième ronde avec plus de moustiquaires, je pense que c'est 11 millions, et après un troisième tour. Je suis passé une ou deux fois à la télé, j'ai évoqué ce problème. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que nous n'avons pas adopté une mesure endogène, nous n'avons pas de moustiquaires ici, nous n'avons même pas la capacité d'en fabriquer parce que nous ne nous sommes pas équipés. Et nous n'avons pas formé les gens encore, il y a plein de gens formés. Mais vous remarquez qu'il y a une pénurie de masques en Europe. Imaginez qu'on avait accepté de fabriquer les moustiquaires chez ici, nous. forcément, on devait avoir ces centaines de milliards, centaines de milliards à fabriquer les moustiquaires dans tous nos quartiers. Eh bien, maintenant, ces ateliers de fabrication de moustiquaires seraient en train de fabriquer des masques qui auraient aidé l'étranger. Donc, dans tout ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, on peut bien avoir tout ce que vous avez montré dans votre ouvrage, des solutions, mais tant qu'on n'a pas l'adoubement de l'Occident, ça ne marchera pas. Non seulement, avant même l'adoubement de l'Occident, il faut bien que nous-mêmes nous sachions. Oui. Voilà. Vous avez parlé de pharmacopée tout à l'heure. Vous savez, le citron. Oui. Le citron, Citrus aurantifolia, ou bien la papaye, qu'on appelle Carica papaya. C'est le même nom dans le monde entier, en Chine, au Japon, partout. Et le professeur doit sûrement utiliser ces plantes simples. Oui. Et je prends toujours le citronnier ou le papayer plus comme un exemple. Vous savez, le papayer, ici au Cameroun, est une richesse immense. Vous avez, dès que vous mangez et que vous balancez les pépins quelque part, un papayer pousse. Vous n'avez pas besoin de l'arroser. Et à Douala, on peut mener une étude. Si vous avez 100 papayers, je suppose que même pas 2 auront été cultivés, donc plantés sciemment. Ça veut dire que, naturellement, nous avons par exemple cet arbre qui va vous donner des feuilles qui peuvent vous soigner,
le tronc qui peut vous soigner, les racines qui peuvent vous soigner, des pépins qui peuvent vous soigner, le fruit qui est formidable. Oui. Mais nous ne l'utilisons pas parce que nous ne savons pas. La pharmacopée, c'est bien, mais il faut bien que faut la connaissance. ces produits, voilà, soient connus et soient utilisés. Donc, à l'université, vous avez des enfants. On prend les enfants les plus intelligents de la famille, on les envoie à l'université. Mais nous n'en profitons pas assez. Parce que ces enfants-là sont vraiment extrêmement brillants. La preuve, quand ils vont à l'étranger, ils sont toujours les meilleurs. Généralement, un Camerounais moyen qui va à l'étranger, il est surpris lui-même d'être parmi les meilleurs. Et dans tous les pays étrangers, sans exception. Ça veut dire que nous avons quelque chose de particulier. Ça veut dire que nous sommes particulièrement riches. J'ai pris l'exemple du papayer, mais nous avons plus de 8620, donc dans les 9000 plantes médicinales. Des études ont été faites. Oui. Ici au Cameroun, toutes les plantes pratiquement soignent. Une espèce de plantes. Et en même temps, vous avez au Cameroun je pense 2 ou 3 patients sur 20 qui peuvent acheter les médicaments en pharmacie. C'est des études qui l'ont prouvé. Donc vous prenez 20 personnes. Il n'y a que 2. Qui peuvent aller, qui sont malades. Il n'y a que 2 ou 3 qui peuvent aller acheter des médicaments en pharmacie. Et à côté, vous êtes richissime et vous n'utilisez pas vos plantes. Donc c'est la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est pourquoi j'ai écrit un papier, je l'ai intitulé « Un paradis paradoxal ». Donc nous sommes dans un paradis et il y a un paradoxe. Nous sommes comme, on m'a dit qu'un aîné avait dit que nous sommes comme des gens qui sont assis sur une mine d'or et qui font la manche, qui sont en train de mendier. Voilà. Dans cette situation, en tout cas, qu'on se retrouve aujourd'hui. Professeur Ouba Razak, justement, comme le disait le professeur Lehmann, vous également, vous utilisez les plantes aujourd'hui. Et vous pouvez peut-être nous donner quelques conseils. Alors, on parle de la chloroquine aujourd'hui. Pourtant, on sait pertinemment que, comme le disait le professeur Lehmann, 8620 plantes peuvent soigner. Il y a quelque part, parmi ces plantes, qui possèdent également la chloroquine, la quinine et tout ce qui va avec. Exactement, mon cher Jocelyn, comme disait le professeur Lehmann. Ici, en Afrique et particulièrement au Cameroun, nous avons une richesse. Si nous voyons notre jardin botanique de Limbé, je pense que c'est l'un des jardins dans le monde qui regorge toutes les plantes que même les scientifiques au plan occidental, oriental, viennent au jardin de Limbé, partent faire des expérimentations, des recherches. Mais paradoxalement, nos médecins, disons ceux qui partent là-bas à l'Occident, étudient peut-être la médecine dite conventionnelle ou bien la médecine moderne, reviennent, mais sans aucune connaissance thérapeutique de leur environnement. C'est pour ces raisons que dernièrement, au mois d'août passé, nous avions émis au ministre de l'enseignement supérieur et module d'enseignement de la médecine traditionnelle dans nos facultés universitaires. Donc je pense que ce module a été accepté. Je pense que l'année académique 2026, l'année prochaine, il y aura déjà, n'est-ce pas, dans nos facultés, déjà en première année, n'est-ce pas, une étude, un module. Qu'est-ce que la médecine traditionnelle? Qu'est-ce que la médecine africaine? Donc, pour que nos étudiants sachent quand même qu'est-ce que la médecine traditionnelle. Parce qu'on a fait savoir au ministre que voilà la Chine, l'Inde, alors qui ont développé leur pharmacopée, qui ont développé leur environnement, et que actuellement leurs produits inondent notre continent. Et le ministre a été agréablement surpris. Il nous a dit effectivement que même dès son arrivée à la tête de ce ministère, il a même créé au département de la pharmacopée ou bien au département de sciences. Biosciences, n'est-ce pas, une petite branche pour la pharmacopée. Mais comme le professeur l'a dit, il n'y a pas ce qu'on appelle
une volonté gouvernementale. D'accompagner, justement. D'accompagner, vous comprenez. Donc voilà. Il a souligné d'ailleurs pas mal de problèmes. Le laxisme qui se trouve là, parce que si on soutenait aussi le ministre, s'il y avait une volonté gouvernementale et que peut-être le chef d'État un jour décrète que bon, à partir d'aujourd'hui, la médecine traditionnelle africaine, comme cela s'est fait au Bénin, n'est-ce pas, au Togo, je pense que nous ne serons pas dans des difficultés. Si vous voyez, mon cher Jocelyn, le premier cas de Covid-19, oui, Covid-19, lorsque cela a été détecté en Chine, il se pourrait qu'il y ait un Camerounais, un Africain qui a été victime, n'est-ce pas, qui a été infecté. Mais heureusement, malgré tous les diagnostics, malgré tout, on a retrouvé que d'un moment à l'autre, il a trouvé guérison. Et c'était miraculeux. Et c'est là où on a commencé à étudier que non, peut-être l'homme africain, avec son anticorps ou bien avec sa mélanine, alors était imperméable à ces virus. Donc je pense que c'est pour ces raisons que vous voyez que l'Occident a monté un coup grave au Cameroun. Contre l'Afrique en tout cas. Non, je veux dire au Cameroun. Oui. Rapidement. Oui, plus que lorsque ce virus est arrivé, vous avez vu le vol Air France qui a atterri avec 241 passagers ayant traversé l'aéroport de Roissy avec tous les contrôles, avec tout l'arsenal, n'est-ce pas, de diagnostic, et que ces passagers étaient porteurs de virus. Donc, vous voyez, expressément, c'était qu'on pouvait venir tester ou bien pour venir trouver guérison au Cameroun. En tout cas, qui nous faisait savoir tout simplement qu'il va falloir que le gouvernement camerounais puisse trouver des mesures d'accompagnement pour toute la population pour entrer justement en confinement total. Messieurs, votre réaction après cela, professeur Liman, possible? Oui, si je peux dire quelque chose au sujet de son intervention. Oui. Déjà que je la félicite, apparemment, elle est la nouvelle jeune députée. Je ne suis pas très ancré dans le monde politique. Dans le monde politique. Je préfère ma position de scientifique. Et je peux vous dire que tout le monde est interpellé. Et malheureusement pour les politiciens, ils sont interpellés au premier chef parce que ils décident en dernier lieu. Donc, pour décider, il faut être sûr que vous avez bien analysé la situation. Donc, je n'aurais pas pris position aussi radicalement comme elle. Je parle maintenant en tant que citoyen. J'aurais bien cherché autour de moi un comité de réflexion et un comité d'action d'ailleurs qui m'aurait indiqué quoi dire en mondovision de cette façon. Bon, maintenant pour revenir au coronavirus, oui. Le problème est un problème assez grave et il y a comme un changement de donne. Il y a un changement de donne parce que le nombre de morts et le rythme de morts est tout à fait nouveau. Et nous sommes dans une situation où, en Asie, il y a eu un déclenchement. En Europe, la pandémie s'est installée. Et en Europe occidentale, c'est plus grave. En Afrique, nous sommes les moins touchés. Jusqu'à présent. Même si le secrétaire général des Nations Unies nous promet qu'il y aura des millions de morts? Oui, il le dit. C'est lui, il est le secrétaire général. N'oubliez pas que c'est un homme politique aussi. Mais n'oubliez pas que même les scientifiques se trompent souvent. Donc, c'est pas parce qu'on est un expert scientifique qu'on a raison forcément. Mais je vous ramène à la logique tout simple. Oui. Vous avez en Afrique très peu de morts. Les conditions d'hygiène et de salubrité sont très très mauvaises en Afrique. Le virus est venu d'ailleurs.
les conditions d'hygiène et de salubrité sont beaucoup plus bonnes. Si vous voyez la ville de Wuhan, d'où la maladie est venue, c'est un mini paradis moderne. Si vous voyez les méthodes de lutte, on a pulvérisé la ville. Si vous voyez ce qui s'est passé à Dubaï, on a carrément lavé la ville des rues. Bon, moi j'étais à Dubaï il y a, je pense, 2-3 ans. J'étais scandalisé quelque part, entre guillemets, de voir que sur 2 kilomètres sur le trottoir, vous voyez les tapis. On tapisse la route. Et quand je reviens ici, j'ai même fait un petit post sur ma page. Un peu pour dire que nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. Et la nature, maintenant, est ce que nous devons regarder. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec ce virus? Les conditions climatiques dans lesquelles il a évolué de façon fulgurante sont très différentes des conditions climatiques que nous avons ici. Donc, si on calque la progression de cette pandémie par rapport à ce qui s'est passé en Europe, je pense qu'on risque de se tromper. Deuxièmement, Oui. je parlais de médicaments traditionnels de papaye. Mais vous en mangez. Donc notre nutrition, c'est du médicament. On se soigne, la prévention de la maladie, dans le cas d'espèce, une maladie basée sur la défense de l'homme. Bien entendu, elle ne peut être combattue que si votre défense est solide. Et si vous prenez des citrons que nous prenons tout le temps, régulièrement, pour ceux qui en prennent, ou d'autres plantes, je vous ai dit qu'il y en a 8620, vous nous avez dit. Donc, c'est ici que nous avons les solutions pour booster notre système immunitaire. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. On vous comprend. Voilà. Donc, professeur Barazak, donc justement pour booster notre immunité contre le Covid-19, on a toutes les plantes, comme le dit d'ailleurs le professeur Lehmann, c'est possible? Exactement ce que dit le professeur Lehmann, c'est vrai, parce que même le père de la médecine, Hippocrate, disait que le virus n'est rien, mais c'est le corps, c'est le terrain. Parce que lorsque vous mangez, vous vous nourrissez, ça renforce les cellules organiques du corps, ça renforce les défenses immunitaires. Et comme l'a dit le professeur, notre alimentation, ici par exemple le ndolé que nous parlons, on appelle ça le quinqueliba. Et vous voyez la chloroquine vient du quinine. Et vous voyez tout ce qui est amer. Ça lutte contre, n'est-ce pas, les effets de paludisme. C'est pour ces raisons que vous voyez même quand vous partez à l'hôpital, on vous dit de venir prendre le traitement de relais. Donc c'est tout nos alimentations, le papaye, comme l'a dit toujours le professeur, je vais même donner une recette à nos téléspectateurs. Allez-y. Parce que déjà pour combattre ce phénomène, vraiment manger naturellement, ce que nos ancêtres mangeaient. Tel que ce ndolé que nous venons de dire, mangez bien, buvez beaucoup d'eau. Et aussi buvez d'eau associée au clou de girofle. Et aussi quelques citrons. Et chauffez cette eau, vraiment vous buvez comme la tisane à tout moment, ça renforcera vos défenses immunitaires. Et aussi le papaye, vous pouvez en trouver les racines de papaye, fait bouillir ces racines, et lorsque cela est bien bouilli, vous associez avec quelques citrons et vous y mettrez aussi le clou de girofle. Vous buvez de temps en temps, je pense que ça renforcera, n'est-ce pas, les défenses immunitaires. Parce que ici en Afrique, comme vous voyez, on a des cas, mais on n'a pas assez de décès parce que déjà, nous consommons naturellement. Et aussi, ce que nous devions conseiller à nos téléspectateurs, de retirer la peur. Parce que lorsqu'il y a une psychose, ça diminue aussi la défense naturelle du corps. Voilà, les défenses naturelles du corps. Donc, il faut que nous soyons moralement forts et que nous disions que ce virus n'est rien, ce petit, et que vraiment nous nous nourrissons convenablement comme nos parents le faisaient. Ne pas seulement aller se nourrir du jambon
du pain et des choses importées. Se nourrir naturellement. Se nourrir naturellement. Il y a encore 2 autres personnes qui nous ont retrouvés sur ce plateau. Apparemment, le plateau de DBS ce matin est assez fourni. On a déjà à ma gauche le docteur Ndiomo Aimé qui est également là, promoteur de Vitaliac Santé. Bonjour docteur et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Il y a également maître Christian Mike qui est également là ce matin. Bonjour maître, bienvenue à vous également. Merci Steve. Jusqu'à preuve de contraire, vous acquiesciez tout à l'heure lorsque le professeur Oubarazak était en train de parler. Pas de psychose, il ne faut pas avoir peur, mais plutôt être positif pour que la défense du corps ne soit pas atteinte. Vous savez, la médecine traditionnelle comme la médecine moderne a pour vocation de conserver l'harmonie dans un être humain. Et on a souvent l'habitude d'oublier que l'être humain, ce n'est pas que le corps. J'ai souvent l'habitude de dire à mes patients, lorsque vous mourrez, le corps est sur un cercueil, mais on pleure l'individu qui est parti. Ça veut dire que la personne, en réalité, c'est ce qui est à l'intérieur du corps. Et dans cette logique, combattre la peur aussi est une stratégie thérapeutique. Parce que lorsque vous avez peur, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Oubarazak, effectivement, cette peur diminue déjà le système de défense de votre corps et vous prédispose à parfois avoir des habitudes mauvaises. Mais lorsque vous avez la connaissance, quand vous arrivez à l'hôpital très souvent apeuré, le médecin vous explique ce que vous avez le sentiment d'être apaisé. Donc le rôle aussi de l'équipe médicale, aussi bien traditionnelle que moderne, entre guillemets, consisterait bien sûr à bagarrer sur le terrain comme le font beaucoup de médecins dans les hôpitaux à l'heure actuelle, mais aussi à pouvoir retirer cette peur-là, qui est pour moi une seconde pandémie. Parce que on n'a jamais vu un virus petit comme il est, s'aimer autant de peur dans le cœur des humains. Pourtant, actuellement, le docteur Ndiomo a l'impression que tout le monde a peur. Tout le monde a peur de mourir. Tout le monde a besoin d'attraper justement ce Covid-19. Et à un moment donné, on ne se salue plus, on ne se parle plus, on ne se regarde plus en face, on ne visite plus les voisins. Tout le monde est dans une psychose totale. Oui, et le rôle, comme je disais également, de la casse médicale, c'est de veiller à ce que la population acquiert la connaissance pour pouvoir avoir de bonnes habitudes. J'exhorte les gens à être extrêmement prudents, mais à ne pas avoir peur. Il y a des choses qui tuent plus que le coronavirus à l'heure actuelle. Je prends le cas de 2 pathologies, je vais même citer 3. En 2016, par exemple, l'OMS a enregistré 60 millions de décès dans le monde entier, à peu près, parmi lesquels vous aviez 8 millions liés aux maladies cardiovasculaires. Si je prends le cas du palu, en 2018, on a enregistré 288 millions de cas de palu dans le monde. Vous imaginez 288 millions de cas de palu. Ça veut dire que le coronavirus dans l'ensemble n'atteint même pas encore 1 million. Et parmi ces 288 millions, il y a eu 405 000 décès, parmi lesquels 200 000 enfants de moins de 5 ans. Mais comme il n'y a pas de projecteur dessus, ça ne meurt aucune personne. La problématique avec le coronavirus aujourd'hui, c'est que ça touche des pays forts, des pays faibles. Et il y a une grande médiatisation de cette affaire qui suscite la peur dans le cœur des gens. Mais il y a des choses qui tuent plus que le coronavirus. Les accidents de la voie publique tuent à peu près 1,3 million de personnes dans le monde, mais ça n'empêche que les gens prennent la voiture. On sait bien que la route tue, mais néanmoins, ça n'empêche que les gens entrent dans leur voiture pour aller au deuil, aller à gauche et à droite. Mais la prudence voudrait que sur le chemin, je mette ma ceinture de sécurité, je prévois avoir une roue de secours et je vais à une vitesse acceptable. Mais ça n'empêche que malheureusement des gens décèdent toujours. Des gens vont continuer à décéder sur la voie publique, mais ça n'empêcherait pas que les gens aillent sur cette voie-là. Donc la peur pour moi est un sentiment qui est négatif dans la santé d'un être humain, mais je comprends pourquoi les gens ont peur. Vous avez peur très souvent quand vous ne connaissez pas, en fait. Et il revient au corps médical d'apporter la connaissance, d'expliquer de façon simple aux téléspectateurs pour qu'ils puissent, comprenant ce que c'est, avoir une démarche prudente, mais qui est éclairée par la connaissance qu'ils acquièrent. Parce que si vous avez peur, je vous assure, vous allez commettre des erreurs qui seront négatifs pour votre corps, pour votre famille et même pour la communauté de façon générale. N'ayez pas peur, c'est le message effectivement que je veux appuyer, le professeur disait tout à l'heure. N'ayez pas peur, mais soyez extrêmement prudents. Tout simplement parce que, je vais peut-être prendre une image tout à l'heure si vous me le permettez, pour faire comprendre aux gens. Allez-y. Je veux que les gens effectivement s'imaginent que on va changer le cas du coronavirus, on va prendre une gale.
Dans un quartier, imaginez que vous êtes père de famille, vous avez 3 voisins autour de vous. Le premier voisin, subitement, un des enfants du voisin développe une gale. La gale étant très contagieuse, ce que va faire tous les 3 voisins, c'est de fermer leurs frontières. On ne veut pas que la gale entre chez nous, donc automatiquement, on interdit que les enfants du voisin qui a la gale ne viennent chez nous. Mais imaginons par mégarde, l'enfant du voisin débarque chez vous. Vous avez fermé les frontières, mais les frontières ont été ouvertes plus ou moins. L'enfant du voisin arrive chez vous, joue avec votre enfant, un des enfants que vous avez dans la maison. Vous avez 4 enfants, imaginons comme ça. Un de ces 4 enfants joue avec l'enfant du voisin qui est contaminé. Vous, constatant ça, vous avez peur subitement. Ce que vous allez faire, c'est immédiatement essayer d'isoler votre enfant qui est supposé avoir la gale. Peut-être qu'il ne développe pas encore les symptômes. Mais imaginons que cette gale, parfois, peut avoir des formes graves. Elle n'a pas toujours des formes graves, mais elle peut, dans moins de 50%, avoir des formes graves. Donc, vous allez isoler votre enfant des autres enfants et de la famille dans l'intention de savoir s'il a effectivement cette gale-là. Et en l'isolant, dans ce cas de figure, vous allez effectivement lui apporter le médicament. Vous allez profiter aussi de la situation pour faire des tests sur tous les membres de la famille. Parce qu'on parle de confinement total, mais un confinement total a pour but essentiellement d'isoler les cas qui portent le virus en eux, en vue de faciliter le dépistage. Si on n'isole pas tout le monde, à mon humble avis, un isolement temporaire ou partiel n'est pas assez efficace qu'un isolement total. Parce que la vocation de l'isolement, du confinement total, autant pour moi, c'est d'isoler les cas, d'éviter que ces cas ne se mobilisent pour contaminer d'autres personnes, donc limiter la propagation de la maladie. Donc, en tant qu'un parent, vous allez isoler votre enfant, réaliser un dépistage massif dans votre maison pour savoir si les autres personnes sont contaminées en vue d'apporter le médicament. Si vous le faites, vous avez éradiqué la maladie chez vous. La maladie continue à sévir chez le voisin, vous allez mettre un veto sur l'enfant du voisin de façon temporaire. Mais vous avez géré votre problème à votre niveau grâce à 2 actions. Confinement pour isoler l'enfant qui est supposé être atteint. Isolement des autres aussi, dépistage massif. Et si vous trouvez parmi vos 4 enfants, votre femme et vous, que par exemple, en plus de l'enfant isolé, il y a 2 autres qui étaient asymptomatiques, qui ne présentaient peut-être pas les signes, qui ont aussi la gale, vous pouvez faire un traitement ciblé à ces 3 personnes et vous avez éradiqué la maladie aussi simplement que ça. Donc en gros, ce que l'État est en train de faire, on a souvent l'habitude de critiquer l'État, mais je pense que quand vous n'avez pas toutes les données en main, il est facile pour vous de juger et de critiquer l'autre. Il y a également une autre peur, la peur du confinement total. Médicalement parlant, je dirais que le confinement total est une solution inévitable. Nous, on va dire de façon médicale, le confinement, on le dira de façon médicale. Mais bien sûr, il y a des répercussions socio-économiques qui existent dans d'autres pays. Et c'est pourquoi je pense qu'on peut ne pas avoir la science infuse, mais on copie celui qui fait bien. Dans d'autres pays, au Rwanda par exemple, le président a fait une distribution porte par porte des denrées alimentaires. On sait bien que les caisses de l'État sont plus ou moins vides. C'est à l'heure actuelle de créer, je dirais, une sorte de cotisation sociale, parce que la contribution de tout un chacun n'est pas forcément de venir parler, mais on peut aussi apporter une contribution financière. Vous voyez souvent dans certains médias, lorsqu'un individu est malade, chaque personne apporte une contribution pour sauver la personne. Donc, si l'État ouvre un fonds, par exemple, en disant que chaque Camerounais peut apporter par des voies de monnaie électronique, parce que par voie bancaire, c'est un peu compliqué. Oui. Les gens ont tendance à ne plus aller vers les zones regroupées. Mais si de ma maison, je peux faire un transfert dans un fonds assermenté peut-être par l'État, même si c'est de 5 000 ou de 10 000, ça peut contribuer, même si elle semble être minime, d'une certaine façon, pour pouvoir réduire les conséquences socio-économiques qu'on peut avoir. Mais à mon humble avis, en tant que médecin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en prenant l'exemple de la gale, le confinement total est important, mais le confinement total doit être accompagné d'un dépistage massif en vue de détecter dans la communauté les cas qui sont confirmés. Parce qu'à l'heure actuelle, ce qui est dangereux avec le coronavirus, c'est que vous pouvez être un terroriste ignorant. Vous pouvez être porteur du coronavirus sans même vous en rendre compte et aller saluer votre grand-mère à la maison, aller saluer X ou Y et vous les contaminer. Et c'est ceux derniers qui font la forme grave. Tous les cas, et ça c'est très important pour les téléspectateurs de le comprendre, tous les cas de coronavirus ne font pas la forme grave. On peut avoir 100 personnes qui ont le coronavirus et les statistiques le montrent, c'est 5 personnes au trop qui décèdent. Sur 100 personnes qui ont le coronavirus, vous avez 95 personnes qui ne sont pas mortes.
il y a 5 qui peuvent décéder, mais 95 ne meurent pas. Et ce genre de message, parfois, on ne le voit pas ainsi. Si on vous dit qu'il y a 5 personnes qui décèdent et 95 qui ne meurent pas, c'est quand même pas négligeable. On vous comprend parfaitement. Hein. Il faut également préciser par ailleurs, docteur Lehmann, professeur Lehmann, autant pour moi, pardonnez-moi, je vais me tourner vers vous. Il y a quand même qu'à un moment donné, on ne regarde pas très souvent les guéris, on regarde toujours les morts. Oui, j'ai attentivement suivi le discours du médecin. Il a très bien commencé en dédramatisant un peu et en disant que le paludisme, par exemple, fait beaucoup plus de morts. Bon, là où je vais pas trop être d'accord avec lui, c'est quand il parle de confinement. Parce qu'il faut savoir ce que c'est d'abord que le confinement. Quand vous dites qu'on peut, il a d'ailleurs dit que c'est inévitable. Ça veut dire que c'est la fin du monde. Confinement veut dire fin du monde, dans le cas d'espèce. Parce que la logique veut que si vous voulez confiner, c'est-à-dire garder des gens dans un petit espace pour qu'ils ne contaminent pas, il faut bien qu'ils aient dans cet espace le moins de contact possible. Et dans le cas de la maladie virale, pas de contact à moins d'un mètre et demi. Bon. Et qu'ils restent à ce niveau pendant tout le temps qu'il faudra. Or, c'est impossible. Mon cher, si vous dites que c'est inévitable, c'est impossible de confiner totalement des gens. Et ça n'a même pas marché en Europe, puisque vous dites qu'il faut copier ce qui marche. Puisque on a parlé de confinement, restez chez vous, les gens ne peuvent pas. Là-bas, où ils ont des moyens, ou plus ou moins, encore moins qu'ici. Ici, quand vous et la politicienne tout à l'heure a parlé de mesures d'accompagnement, vous dites que les sociétés, je sais pas quoi, peuvent. Elle a parlé des syndicats qui doivent venir en aide aux employés. Combien d'argent on n'aura pas pendant combien de temps? C'est pas possible. Et puis c'est dommage. Les médecins, beaucoup de médecins sortent ça comme solution. Non, allons aux solutions médicales, aux solutions durables, aux solutions thérapeutiques. La prévention, ça c'est évident. Et la prévention, c'est pourquoi je dis que cette maladie doit nous donner des leçons à nous et au monde entier. J'ai parlé tout à l'heure des moustiquaires, mais je parle maintenant de notre environnement. La même Organisation mondiale de la santé a fait des études, calculé le nombre de morts qui sont dues à la gestion de l'environnement. On a eu 23%. Il y a des maladies comme le paludisme, les diarrhées, la tuberculose. Beaucoup de ces maladies, nous les avons parce que nous vivons dans un environnement qui n'est pas salubre. Donc, quand on parle de mesures, j'ai d'abord parlé du médicament. Les mesures, c'est par exemple de l'eau. Il faut, quand il y a une task force pour ce genre de maladie, on amène le ministère de l'eau et de l'énergie, le ministère de l'Agriculture, dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'il faut des solutions. Je vous ai dit, nous avons les solutions naturelles. Ça veut dire que vous avez les plantes riches en vitamine C, par exemple. Oui. C'est maintenant qu'il faut en planter pour qu'on en ait beaucoup. Parce que si vous avez une touffe de citronnelle ou bien des bananes, même les bananes sont très riches en vitamine C, hein, et que vous ne cultivez pas vraiment, vous êtes non seulement en pénurie d'aliments, mais aussi en pénurie de médicaments. Il a dit quelque chose de très pertinent. Ce que nous mangeons, c'est ce qui fait notre santé. Et le problème de fond, c'est que ici, oui, nous mangeons ce que nous ne devrions pas manger. C'est pourquoi nous arrivons à ces maladies chroniques. Nous mangeons de la farine qui est toujours exportée pratiquement. Alors que nos farines locales, nous ne les consommons pas. Et c'est là qu'il faut poser les questions. En ce qui concerne ce virus, disons que c'est tellement grave qu'on est en train de le présenter, je ne vais pas oser dire que c'est pas grave. Contraire, oui. C'est grave. Bon, si c'est grave, avec les moyens que nous avons, mettons-nous à l'évidence que nous allons tous mourir. Si c'est si grave, et la situation que nous vivons actuellement, c'est la fin du monde, si nous n'avons pas de solution endogène.
Donc, c'est grave. On se concentre, on regarde le problème en face, on regarde comment il arrive et où est-ce qu'il est arrivé, comment ce virus se comporte, et puis on réagit en conséquence. Mais quand on parle de confinement, il a fait une très belle démonstration là pour dire comment un enfant peut être contaminé. Mais j'attendais par exemple qu'ils disent que le monsieur sera contaminé. Si vous êtes là avec vos enfants qui sont gravement malades, qui ont une peste, mon ami, si vous restez avec eux, d'ailleurs qu'un virus, vous n'êtes pas sûr de quand vous allez le... Il a précisé par ailleurs qu'il faut les soigner, hein. Il ne faut pas seulement les confiner, mais il faut également... Vous soignez également, vous soignez également les enfants. Vous avez vu que le personnel de santé est également atteint actuellement, voilà. Nous savons. Donc, on n'a pas les moyens. On ne peut même pas, c'est même impensable. Donc, pour vous, aujourd'hui, en Afrique, il faut se prévenir. Il faut prévenir. Il faut la prévention. Oui. Et il faut rapidement aller vers les médicaments ou bien la source de médicaments qui peuvent booster l'immunité. Donc les plantes, c'est pourquoi je vais me tourner vers le professeur Ouba Razak. La source, c'est tout simplement les plantes. La source, c'est les plantes parce que j'aimerais le même pas que le professeur parce que confiné, vous savez, nous n'allons pas toujours copier l'Occident. Ce sont des personnes qui vivent individuellement. Or, ici, nous avions d'autres habitudes, d'autres attitudes également. De solidarité, vous voyez, on peut trouver des concessions où on est même à 10, vous comprenez. Et ici, notre modèle de vie, il y a la pauvreté, il y a même la famine, on n'en parle même pas. Vous comprenez, la famine qui tue également chaque voilà, minute des personnes dans le monde. Vraiment, je pense que la solution, c'est de vraiment revenir à nos sources et à consommer. Aussi, nous demandons le ministère de la Santé et le gouvernement d'associer tous les groupes, c'est-à-dire les tradipraticiens, les ethnobotaniques, tout, vraiment, parce qu'on a des solutions. Pour ça, ce n'est pas magique, c'est réel. On a des solutions. Même si ces solutions sont parfois banalisées. Quand vous voyez déjà la chloroquine, n'est-ce pas, qui est en vente, n'est-ce pas, en Occident, la base, c'est en Afrique. C'est ici où on cultivait la quinine. Je sais, à Tchang, dans la Ménois à l'ouest, il y avait un jardin de quinine qu'on appelait, n'est-ce pas, la quinquina. Vous voyez, à un moment, cela a été détruit. Nos quinquelibas que nous consommions ici, l'indolé, tout ça, le papayer, on a tout. Donc, on ne doit pas copier l'Occident qui essaie de nous copier en faisant la culture bio, parce qu'ici, nous vivions déjà bio. On vit du bio à partir d'ici, surtout sur le continent africain. Vous êtes également d'accord avec ça? C'est vous qui donnez souvent des conseils à vos patients. Je suis d'accord avec le professeur qu'il faut booster le système immunitaire de chaque individu. Et oui. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a l'alimentation, parce qu'on parle de la notion d'alicament de plus en plus. Les plantes traditionnelles sont très riches en vertus thérapeutiques et très souvent les produits pharmaceutiques que nous avons en officine, en pharmacie, viennent des plantes. Il faudrait aussi encourager les gens, par ailleurs, à la pratique de l'exercice physique. Parce qu'on a souvent l'impression que soigner un malade, ce n'est que prescrire le médicament. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, un médecin peut soigner un malade par sa parole. Et je prends un exemple. Quand vous arrivez à l'hôpital, on vous dit que le médecin n'est pas là, vous paniquez plus. Mais dès que le médecin vient, il y a une sorte d'apaisement que vous avez, qui participe à vous guérir déjà intérieurement. Donc, ça veut dire que le médecin d'aujourd'hui n'a pas que comme arme thérapeutique le médicament. L'accueil même aujourd'hui est une arme thérapeutique. La présence du docteur est une arme thérapeutique. La présence du docteur est une arme thérapeutique. Et parfois, il arrive même à certains malades de prier à certains docteurs de prier pour leur malade. Pour le malade, pour qu'il guérisse d'ailleurs. Donc, j'aimerais simplement dire que je suis d'accord, il faut booster le système immunitaire, mais le médecin que je suis a tendance à beaucoup expliquer de façon terre à terre la maladie aux malades. Parce que je dis souvent à mes malades qui sont comme perdus dans une forêt, et s'ils ne vous font pas confiance pour vous donner leur main, pour que vous les conduisez vers la sortie, ça sera difficile. Et pour qu'il y ait cette confiance, il faut qu'il y ait une communication. Et il est très important d'expliquer terre à terre à la population de quoi est-ce qu'il s'agit, pour qu'ils comprennent les enjeux et pour qu'ils puissent y participer eux-mêmes. Demander à des gens, je suis d'accord par rapport à ce qu'ils disaient, de rester à la maison, c'est très facile. Mais il faut comprendre les conséquences que cela engendrera pour pouvoir les corriger. Mais je reste sur la position que j'ai dite. Pour moi, confiner consiste à isoler les malades, les cas qui sont confirmés, entre guillemets, parce que les cas confirmés sont... Pas confiner tout le monde, mais confiner ceux qui sont déjà des cas avérés. Je reprécise encore mes propos.
faire un confinement qui peut être uniquement dans les villes touchées ou dans tout le Cameroun, je proposerais les villes touchées. Le confinement a pour but d'isoler tout le monde, les cas symptomatiques, parce qu'il y a des cas aussi qui sont asymptomatiques, qui ne manifestent aucun symptôme mais qui distribuent la maladie. Donc l'isolement consiste à conserver ces cas-là dans un coin précis et suivi par la suite d'un dépistage massif en vue d'identifier ces cas et de les sortir de la communauté et de les soigner pour que la communauté qui reste soit safe. Donc, expliquant comme ça, je pense que les auditeurs peuvent comprendre. On ne confine pas pour confiner, mais on confine pour un but précis.